Épilogue, la mort d'un empire. L'Angleterre, en août 1882, à la fin des guerres contre les Zoulous, dans une des résidences d'été de Sa Majesté impériale, la Reine Victoria. Annoncé par un renfort sans précédent de publicité et suivi par un public dont les lointaines tribus zoulous du sud de l'Afrique avaient éveillé l'intérêt et la crainte, une rencontre historique eut lieu entre la reine, ses conseillers politiques et militaires, et le roi des Zoulous, vaincu et exilé. Celui-ci n'avait qu'une seule idée en tête, récupérer son royaume. Votre Majesté, Son Altesse Kessawayo Kampam des Zoulous. Ndlovukazi, siyawubonga umusa wendlovukazi yabamhlophe. Sifisa ukwakha ubuhlobo obunomphelo. Son Altesse remercie Sa Majesté impériale de l'accueil si généreux qui lui a été réservé en Grande-Bretagne. Son Altesse espère qu'elle est ici pour y sceller un pacte d'amitié durable. Votre Majesté, l'Office colonial estime que tout acte de clémence constituerait une erreur d'appréciation de la menace zoulou. Madame, Messieurs, je tiens à souligner que la présente réunion n'a pas pour objet de débattre de litiges frontaliers ni d'écouter les revendications d'un roi vaincu, mais celui de protéger et défendre l'Afrique. Je crois fermement, Madame, que notre devoir souverain est de sauvegarder le bien-être de ceux de nos compatriotes qui ont planté nos couleurs dans ces contrées lointaines, tout comme celui des fidèles tribus cafres qui comptent sur nous pour apporter la paix à cette malheureuse terre, laquelle depuis près de 60 ans est dévastée, mise à feu et à sang, par une des plus redoutables puissances militaires jamais créées, l'empire de Shaka Zulu, représenté ici par son héritier légitime, le roi Kessawayo. Professeur Bramston. Shaka Zulu, Votre Majesté. Oui, unificateur des peuplades zoulous et fondateur de leur grand empire dont il fut le maître incontesté de 1816 à 1828, aux yeux de l'histoire, Shaka Zulu restera comme un des plus grands génies militaires de tous les temps. Un être supérieur, un conquérant de la taille d'un César ou d'un Alexandre. Que Sa Majesté imagine, si tel est son désir, qu'elle imagine l'exploit prodigieux de cet Achille africain de notre siècle, Shaka Zulu. En moins de 12 ans, cet homme métamorphose une poignée de bergers, d'enfants de la nature, pratiquement inoffensifs et qui plus est, par tradition et par atavisme, peu disposés et peu aptes à se battre, en une armée férocement disciplinée de plus de 80 000 guerriers, aussi habiles qu'impitoyables. Il étendit son influence sur la majeure partie du sud-est africain. Un empire comparable en superficie et en puissance à celui de Napoléon. Et en perfidie et en traîtrise à celui de Gengis Khan. Votre Majesté, et vous, messieurs, j'ajoute que la machine de guerre créée par Shaka Zulu était si homogène, si savamment élaborée, qu'elle a survécu à la mort de son chef pendant près d'un demi-siècle. Oui, je sais, la couronne l'a enfin vaincu, mais cette défaite n'est que provisoire. La machine peut renaître et renaîtra sans cesse après chaque défaite si nous la détruisons pas une fois pour toutes. Et pourquoi cela? Parce que Shaka Zulu ne fut ni un roi ni un mortel ordinaire. Ce fut un messie, un dieu sur la terre. Non, non, ce fut un Méphistophélès qui donna aux Zoulous la gloire en échange de leurs âmes et de leurs naïves vertus. Et qui joua des forces de la vie et de la mort dans des affrontements sans fin, des balais de sang et des carnages. Votre Majesté. Madame, la menace est réelle et la décision à prendre est très claire. Ceci posé, l'Office colonial suggère que nous nous livrions à l'intérieur du territoire zoulou et très progressivement à la destruction et à la dislocation de tout système militaire et économique. En agissant ainsi, nous avons la conviction que les Zoulous, privés de meneurs et de centralisateurs, feront retour à cet état de félicité paisible dont ils jouissaient avant de subir la démentielle emprise de Shaka. En gros, je suis d'accord avec Kimberley. Et si les Zoulous refusent de plier, brisons-les et finissons-en. Voilà ce que je dis. C'est un service que nous leur rendons, à mon avis. Un retour aux travaux des champs, à la pelle et à la pioche serait le remède idéal pour ces sauvages. Et qui sait, il leur entrouvrirait peut-être les portes de la civilisation. Dois-je maintenant faire office de traducteur, messieurs? Ce ne sera pas nécessaire. À quoi bon traduire? Nous avons si peu de choses en commun.
surtout en ce qui concerne le respect de la personne humaine. Soyez remerciés, messieurs, de vos conseils et de vos efforts. Merci, messieurs. Nous désirons savoir ce que Shaka Zulu représente pour vous. Il fut un de ces êtres exceptionnels qui ont le courage et l'audace de vivre leurs idéaux, et le don de faire fleurir leurs rêves dans les cœurs et les âmes de leurs compatriotes. Exactement, et c'est la raison pour laquelle nous ne saurions vous rendre votre royaume. Shaka Zulu aujourd'hui même est plus vivant qu'il ne le fut jamais. Son influence n'est pas morte avec lui, au contraire. Vous êtes le roi, mais c'est son esprit qui inspire et guide votre peuple. Vous le savez, nous sommes une femme pratique et réaliste. Il s'ensuit que nous ne conclurons pas une alliance avec une légende. Et c'est ainsi que l'empire créé par Shaka Zulu une 60aine d'années auparavant fut démembré. Et le territoire royal, cœur de cet empire, subdivisé, fragmenté et placé sous contrôle britannique. La gabegie politique qui régna alors, les interventions incessantes et inadaptées des Blancs dans la situation qui en résulta, allaient effectivement et efficacement détruire la maison de Shaka. À partir de ce moment, au fil des ans, les Zoulous en seraient réduits à rêver à la dignité, à la grandeur et à la gloire qui leur avaient été données par leur roi légendaire. Ce qui suit donc est son histoire. Sud-Est africain, 1822. Ce ne fut qu'en 1823 que les Européens ressentirent les premiers effets de la machine de guerre de Shaka. Le roi des Zoulous était alors à l'apogée de sa puissance. Mais comme la plupart des despotes militaires, il était devenu à la fois le maître et l'esclave de son régime. Son empire, né de l'agression et cimenté par le combat, exigeait désormais une activité guerrière continue. Sans elle, il cesserait d'exister. Shaka avait victorieusement attaqué, broyé et occupé tous les territoires de ses plus proches voisins et uni, de gré ou de force, les tribus vaincues en une seule nation zoulou. Mais il fallait au roi de nouvelles victimes, non seulement pour satisfaire son goût immodéré de la guerre, mais pour préserver son immense armée des dangers de l'oisiveté. En conséquence, des régiments furent employés à des conquêtes toujours plus lointaines qui agrandiraient et enrichiraient l'empire. Quant aux peuplades qui refusaient de se soumettre à la domination zoulou, elles durent s'enfuir devant les assauts ennemis, attaquant souvent les habitants des terres sur lesquelles ils se repliaient. Les effets de cet énorme bouleversement affectèrent naturellement ceux qui en furent les acteurs ou les objets, mais ils furent aussi ressentis à la longue par les colons anglais du Cap, qui eux-mêmes commençaient leur expansion vers le nord. Le Cap, Afrique coloniale, janvier 1823. Il était donc inévitable qu'un jour ou l'autre, tôt ou tard, les deux empires s'opposent et se défient. Dès lors, le gouverneur de la colonie du Cap, Lord Charles Somerset, se vit dans l'obligation d'envoyer d'urgence un communiqué à Londres. À Lord Henry Bathurst,
secrétaire d'État de Sa Majesté à la guerre et aux colonies. C'est en réponse à votre souhait, Milord, que je vous communique par écrit ma profonde inquiétude pour l'avenir de la colonie de la couronne du territoire du Cap. Je me permets de soumettre à votre attention les faits suivants concernant la nation Zoulou et son souverain actuel, Shaka Zulu. Depuis qu'il est monté sur le trône des Zoulous, c'est-à-dire depuis 1816, Shaka a bâti un des empires les plus puissants et des plus redoutables qu'ait connu le continent africain. En moins de 6 ans, sa minuscule, sa misérable, son insignifiante tribu a surgi de l'obscurité et a donné son nom à une nation unie et toute puissante, dont toutes les forces vives et les énergies sont orientées vers la guerre. Shaka, dit-on, se délecte d'immondes tueries. C'est un ogre dépravé dont la soif de conquête ne connaît pas de limite. Il a arrosé son pays du sang des vierges et des innocents et méprisé les liens les plus sacrés de l'affection et de la famille, dressant les pères contre les fils contre les frères, dans des massacres qui défient toute description. Angleterre, juin 1823. J'ai le profond regret de vous informer, Milord, qu'il est parvenu à mon attention que la menace représentée par Shaka Zulu serait peut-être sous peu dirigée contre les colons blancs résidant dans les territoires de la couronne. Résidence de campagne de Sa Majesté George IV. Si ceci devait se produire, le Cap se trouverait virtuellement sans défense. Je répète, sans défense, et à la merci de ce barbare sans scrupule ni pitié. Je soumets respectueusement cette question urgente et grave à votre jugement, Milord, et à celui de Sa Majesté le roi George. Signé Sir Charles Somerset, gouverneur de la colonie du Cap, Afrique coloniale, le Cap, le 7 de janvier 1823. Sa Majesté George IV est réveillée. Elle a passé une bonne nuit d'un sommeil réparateur. Lord Bathurst, Sa Majesté vous verra en premier. Merci. Oh non, 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 oh non. Oh, Oh, voyons, ma chère. Après vous. Allez, 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 oui. Votre Majesté, je vous souhaite respectueusement le bonjour. Ah oui, c'est vous, Lord Henry. Sire. Votre expression de chien battu, Lord Henry, m'annonce autre chose qu'un bonjour. Je redoute le pire. Non, non, il suffit. Ce soir, ma chère. Vous avez toute notre attention, Lord Henry. Il s'agit des colonies, sire. Nous semblons être placés devant un léger problème. Vos services me paraissent toujours placés devant de légers problèmes concernant les colonies. Est-ce exact, Lord Henry? Mais sire, l'office colonial a pour mission d'éteindre les incendies qui menacent notre patrimoine. Il est fatal que nous nous brûlions les doigts, de temps en temps. Et qui vous fait des ennuis cette fois? Les Canadiens? Non, sire, et j'ai le plaisir de vous confirmer que les territoires du Grand Nord américain sont toujours, oserais-je dire, accrochés à nos basques. Non, c'est de l'Afrique qu'il s'agit aujourd'hui, sire. J'ai reçu de Lord Somerset, gouverneur du Cap, un message extrêmement inquiétant, Majesté. Plus qu'inquiétant. Le danger évoqué a un nom, les Zoulous et leur chef.
Les Zoulous? Les Zoulous! Insinueriez-vous par hasard que l'office colonial britannique s'abaisserait à considérer qu'une petite tribu de sauvages en costume d'Adam et d'Ève pourrait soulever un problème navrant, absurde, ridicule? Jamais je n'ai rien entendu de plus démentiel, Lord Henry. Nous n'avons pas affaire à une petite tribu, sire. Bien au contraire, nous avons la conviction que nous sommes aux prises avec un véritable empire de plus d'1/4 million d'individus, vêtus seulement de leur toison. Oh Seigneur, moi qui croyais que seuls les lapins se multipliaient aussi vite. Et les pauvres, bien sûr. Votre Majesté. Votre Majesté. Il est possible que sous peu les Zoulous prennent d'assaut le Cap. Si cela se produisait, nous aurions à faire face à une masse innombrable de ces lapins si prolifiques, et à leur grand chef, un animal enragé, un lièvre féroce répondant au nom de Chaka. Dans ce cas, envoyez des renforts là-bas. Nous y avions songé, Majesté. Mais le chemin, vous ne l'ignorez pas, est long d'ici au Cap. Des milliers de lieues et 4 mois et demi de voyage par mer, pour plus de précision. Je crains que lorsque nous aurons familiarisé des troupes fraîches avec l'art de la guérilla indigène et que nous les aurons envoyés là-bas sur place, il ne soit beaucoup trop tard. Eh bien alors, empruntez quelques régiments de lanciers du Bengale à l'armée des Indes et transférez-les. Nous perdrions les Indes, sire. Alors utilisez des mercenaires. On ne peut leur faire confiance. Absurde. Vos propres mots, sire. Regardez par ici, Lord Henry. Qu'est-ce que vous voyez tomber? La pluie, sire. Et est-ce là une manifestation fréquente en Angleterre? Je parle de la pluie, naturellement. Hélas, sire. Bien trop fréquente. Exactement. Et nos colonies, Lord Henry, que représentent-elles? Pour nous? Le soleil, sire. Mais oui, le soleil. Et votre devoir et votre privilège sont de sauvegarder notre soleil. Thomas Jefferson a poussé mon pauvre père à sombrer dans la folie. J'espère que vous saurez m'épargner une fin semblable. Réglez l'affaire des Zoulous, Bathurst, ou nous devrons tristement nous résigner à vous trouver un remplaçant qui la réglera. Votre Majesté. L'avance des armées zoulous semblait désormais irrésistible. De combat en combat, elles progressaient vers le sud et l'écho bruyant de leur victoire franchissait la frontière nord du territoire du Cap. Et les colons blancs se sentaient de plus en plus menacés. Dans la ville du Cap même, au château de Bonne-Espérance, Lord Charles Somerset attendait anxieusement une réponse de ses supérieurs londoniens. Mais rien ne lui parvenait et chaque jour voyait le danger se préciser. Londres, juin 1823. Oui, messieurs, nous avons été aveugles. Nous sommes là en train d'essayer de trouver un moyen d'opposer les régiments entiers à ce redoutable Chaka, alors qu'en réalité, un seul individu ferait l'affaire. Je crains, Lord Henry, de ne pas vous suivre. Supposons, ceci uniquement dans l'intérêt de la discussion, Worthing, que vous êtes le roi Chaka. Et dans le même ordre d'idées, supposons, Wilkins, que vous êtes le barbare sanguinaire que le gouverneur de la colonie du Cap vous a décrit d'une façon aussi pittoresque. Et, depuis quelque temps, vous caressez l'envie d'attaquer les Blancs. Ces créatures sur lesquelles vous n'avez jamais posé les yeux, est-ce que ce fait ne vous rendrait pas circonspect, prudent? Je m'explique. Ce n'est rien, ou presque rien, de se battre contre ces semblables dont chaque geste est familier, mais attaquer.
des êtres tombés de la Lune. C'est une toute autre histoire qui mérite réflexion. Imaginez alors qu'un de ces êtres tombés de la Lune paraisse à votre cour, une sorte d'envoyé spécial, un chargé de mission diplomatique. Et que, brusquement, ils vous disent, doucement, chacun doucement, nous savions ce que vous êtes en train de manigancer, aussi vous allez m'écouter avant de nous plonger tous dans une guerre inutile. Nous avons des lances magiques qui crachent la mort et le feu, regardez, regardez, voyez par vous-même, bang bang. Un lion s'écroule sans vie à une distance de 600 pas. Nous avons aussi une poudre miraculeuse qui produit des éclairs et de gros tubes vides où habite le tonnerre. Vous voulez l'effrayer? En un mot, Worthing, oui. Chacun a des espions qui n'auront pas manqué de lui parler de nos canons, fusils et poudres. Oui, c'est fort possible. Mais ce ne sont pas loin de là les seules armes dont nous disposons. Nous en avons une autre, d'une qualité supérieure. La civilisation. De longues années de pratique, dans l'usage des mots qui ne veulent rien dire, qui n'engagent à rien. Si nous ne pouvons apprivoiser cet animal sauvage, du moins pouvons-nous le déconcerter, le désorienter, et gagner suffisamment de temps pour organiser une défense militaire efficace. Et où pensez-vous que nous trouverons un de ces êtres tombés de la Lune, disposés à se rendre dans le Sud africain et à s'acquitter de cette entreprise étrange? Je crois que je connais peut-être l'homme de la situation, Worthing. J'ai eu le plaisir et l'honneur de servir sous son commandement, dans la marine royale de Sa Majesté. C'est le lieutenant Francis George Farewell. Un maître sur la terre et sur la mer, et juste assez original pour accepter peut-être notre proposition. Primo, faire la connaissance de Shaka Zulu. Ce qui en soi devrait déjà présenter une difficulté majeure. Voyons, pour commencer. Merci. Ce que j'allais dire, c'était mettons d'abord le cap sur le problème pour parler en marin. D'après les renseignements que j'ai pu obtenir lors de ma dernière visite au comptoir portugais de la baie de Delagoa, il semblerait que la capitale de Shaka Zulu, un endroit que les indigènes appellent Bulawayo, je crois, si ma mémoire est fidèle, est située quelque part dans ce voisinage. Et il n'y a que deux façons de l'atteindre. Par voie de terre à partir du cap, mais je pense que j'exclurai cette option. Étant donné que le seul et unique blanc qui ait jusqu'à présent entrepris le voyage, un certain docteur Cowan, n'a jamais reparu ni envoyé de message. Il ne nous reste par conséquent que l'approche par mer. Il faudrait débarquer sur cette côte qui n'est guère hospitalière, comme son nom l'indique, la côte sauvage du Natal. À en croire une étude récente de l'Amirauté, les deux endroits les plus favorables, semble-t-il, à un débarquement, sont la baie de Santa Lucia et Rio de Natal. Mais là aussi, il y a peut-être un problème. De quelle espèce, lieutenant? Disons qu'aucun de ceux qui ont débarqué sur cette côte n'a vécu pour s'en vanter. Sud-Est africain. Lord Charles. Ah, qu'y a-t-il, colonel? Des nouvelles du Nord, Milord. Chaka. Qu'est-ce que cet individu répugnant manigance encore? Milord, selon les rumeurs et les rapports sans complaisance que j'ai eus entre les mains, nous avons tout lieu de croire que l'armée Zoulou est aujourd'hui à nos frontières et prête à attaquer. En êtes-vous sûr? Oui, Lord Charles, j'ai pris la liberté de vérifier mes sources. La situation est explosive. Pouvons-nous compter sur les renforts que vous avez réclamés à Londres? Non. Londres se tait, colonel. Toutefois, le fait qu'aucun être humain n'ait conquis cette côte ne signifie nullement que moi je n'y arriverai pas. Dieu sait que je me suis trouvé souvent dans des passes difficiles quand je naviguais. Cela veut-il dire que vous acceptez cette mission? Oh, bien sûr, je l'accepte sans hésiter, Tim. Oui, je ne laisserai jamais s'envoler une chance de servir mon roi. Et de trouver de l'ivoire. Vous avez dit ivoire, lieutenant? On dit que le Natal est un vrai paradis pour les chasseurs d'ivoire. Mon cher Worthing,
Ne vous est-il pas venu à l'idée que j'allais avoir besoin d'hommes solides et aventureux pour entreprendre cette mission? D'hommes qui seront prêts et par-dessus tout qui seront capables d'affronter les dangers et les périls de cette côte. Et plus particulièrement Shaka Zulu. L'expérience est chargée de m'apprendre que les hommes d'un tel calibre n'ont pour ressort que la cupidité. Que voudriez-vous que je leur dise pour les allécher? Vous viendrez avec nous pour l'honneur de votre souverain, pour la plus grande gloire de l'Angleterre? J'ai besoin de courage, Worthing, pas de patriotisme. Il y a toujours un prix pour le courage, toujours. Et dans le cas qui nous occupe, ce prix sera l'ivoire. Produit exotique Farewell et compagnie. J'aime assez ce nom, il sonne bien, n'est-ce pas? Vous avez fait allusion à deux importants problèmes. Le premier, si je vous ai bien compris, est d'entrer en contact avec chacun. Cela dit, quel est l'autre? Voyons, Tim, il saute aux yeux. Il s'agit de convaincre le roi d'un empire primitif que notre civilisation doit être respectée et crainte. Alors qu'en fait, nous sommes entièrement à sa merci sur son territoire. Des siècles de culture et de progrès sont loin d'être l'assurance qu'un pays où son peuple sont militairement les plus forts. Les victoires d'Attila n'ont-elles pas démontré que la vie domestique était un facteur de faiblesse? Non, non, la peur ne saurait être une arme, surtout contre chacun qui la manie depuis longtemps et beaucoup mieux que nous, sûrement. Non, messieurs, il nous faudra jouer sur une autre émotion. L'orgueil ou la vanité. La vanité, Francis, c'est le défaut de la cuirasse de la plupart des hommes, qu'ils soient mongols, indiens, anglais ou zoulous. Elisabeth. Elisabeth, permettez-moi de vous présenter Monsieur Worthing et Tim Wilkins. Messieurs, ma femme. Madame. Enchanté, madame. Lieutenant, j'étais à 100 lieues de vous imaginer marié. Monsieur Worthing, la plupart des gens ont du mal à croire que mon cher mari partage sa vie avec quelque chose de plus réel que ses rêves. Oui, et si ma chère femme ne me faisait pas bénéficier de son esprit pratique, Dieu sait où mes rêves m'entraîneraient. Maintenant, buvons. Au soleil radieux de nos colonies. Et à l'ivoire. Le Cap, 4 mois plus tard. Lord Charles Somerset, gouverneur de la colonie du Cap, Afrique coloniale. Mon cher Lord Charles, est-il besoin de vous dire ici toutes les craintes qui m'assaillirent à la lecture de votre message du 7 janvier écoulé? Soyez assurés que Sa Majesté et moi-même partageons votre profonde inquiétude au sujet de la menace zoulou telle qu'elle apparaît dans votre description si imagée. Malheureusement, en raison de la politique de repli économique et militaire que la couronne s'est vue obligée d'adopter depuis la fin des guerres napoléoniennes, le gouvernement de Sa Majesté n'est pas, pour l'instant, enclin à approuver l'envoi d'un contingent de troupes britanniques. Néanmoins, Sir Charles, après de longues et sérieuses délibérations, notre office colonial a élaboré un plan de rechange satisfaisant, dont l'architecte n'est autre que le lieutenant Francis George Farewell, que vous avez eu l'occasion de rencontrer et qui est porteur de la présente missive. Je suis confiant, Sir Charles, et persuadé que vous reconnaîtrez que l'audacieuse entreprise du lieutenant Francis George Farewell est digne de tous les encouragements et de toute votre assistance, car elle présente de grands dangers et, si elle est couronnée de succès, conduira sans doute à la meilleure solution possible de ce problème délicat. Vous 70 000 guerriers féroces, cruels, 70 000 Zoulous, prêts et résolus à attaquer cette colonie. Et qu'est-ce que j'obtiens de la couronne pour empêcher ces sauvages d'assassiner et de massacrer tous les Blancs rencontrés sur leur chemin? Une simple lettre, hautaine, humiliante et... Excusez-moi, lieutenant. Vous, rien que vous.
Ceci exigera mon temps. Vous joindrez-vous à moi, lieutenant? Mais certainement, Sir Charles. Dans approximativement 2 mois, j'ai l'intention de débarquer au Natal avec une poignée d'hommes soigneusement choisis. Ostensiblement, nous serons présents dans le pays en tant que chasseurs d'ivoire. Mais naturellement, cette occupation ne sera qu'une couverture. Mon ultime propos, mon véritable but sera de contacter Shaka Zulu et de le convaincre de conclure une alliance avec Sa Majesté le roi George IV. Les alliances ne se font qu'avec des gens civilisés, pas avec des sauvages. Cette idée est ridicule, dangereuse. Il y a des miracles, bien sûr, mais en admettant que vous arriviez à conclure une espèce d'accord, sachez que Shaka Zulu ne respecterait jamais notre marché. Les notions de ces gens sur le bien et le mal, la vie et la mort, sont totalement étrangères à la morale chrétienne. Oui, leurs actes le prouvent d'ailleurs. Ils n'ont aucune idée constructive, ils n'ont aucune aspiration humanitaire ou sociale. Ce sont des païens, lieutenant. Et les païens n'ont pas d'armes. Croyez-vous, monsieur le pasteur? Sauf erreur, Cicéron était un païen, ainsi que Virgile, Tacite, Homère, Jules César, Platon et Aristote et Socrate. Faut-il continuer? Ces hommes étaient les fers de lance de leur civilisation. Vous ne pouvez absolument pas les comparer à Shaka. C'est un barbare, un assassin. Tout comme Charlemagne et quelques grands esprits à leur façon. Je ne vois pas où vous voulez en venir, monsieur Farewell. Lord Charles, la seule chance, l'unique chance que la couronne ait désormais de conserver ses colonies et territoires africains, américains ou asiatiques, c'est de se dépouiller enfin de son hypocrisie et de se mettre à traiter ses interlocuteurs en égaux. C'est cela la philosophie et le vrai message chrétien, messieurs. N'êtes-vous pas d'accord, monsieur le pasteur? Ou la fin justifie-t-elle les moyens au yeux de notre singulière morale? Quoi qu'il en soit, j'ai l'intention de contacter Shaka Zulu afin de négocier une alliance avec la Grande-Bretagne. Est-il besoin d'ajouter que je fais des vœux pour que le roi Shaka se montre beaucoup plus raisonnable que le pape Alexandre Borgia ne le fut jamais? Je suis le premier à rendre hommage à votre idéalisme, monsieur Farewell. Mais il est évident que vous n'avez pas été mis au courant de la vraie situation dans les territoires africains. Et je suis sûr qu'un homme d'expérience, autrement dit monsieur Vett, notre très avisé et très distingué résident hollandais, sait exactement de quoi je parle. Non, en mon âme et conscience, je ne saurais approuver cette absurde et inutile mission. Mais vous n'avez pas le choix, Lord Charles. Vous savez, Monsieur Farewell est mandaté par Downing Street. Et l'office colonial demande des requiert votre complète collaboration. Bon, si ces messieurs veulent bien nous excuser. Nous n'avons pas bravé les colères de la haute mer pendant 4 mois pour discuter de détails historiques, même intéressants. Lord Charles, j'ai une équipe à recruter. Messieurs, je vous salue. Lieutenant, veuillez m'excuser, monsieur. Monsieur Farewell, puis-je faire quelques pas avec vous? Je voudrais vous faire comprendre, monsieur Farewell, que vous et vos hommes allez vous trouver confrontés à une effroyable sauvagerie. Merci, monsieur Vett. Je n'aurai garde d'oublier votre avertissement. Monsieur Farewell, je voudrais vous accompagner dans votre expédition. De plus, je parle le langage des Xhosas assez correctement et il ressemble comme un frère au langage des Zoulous. En un mot, monsieur Farewell, je pourrais bien être indispensable à votre dangereuse expédition. Mais oui, peut-être. Cette réponse est-elle une façon à vous de dire que vous m'acceptez? Mais oui, peut-être. Frontière du Nord, colonie du Cap.
La situation à la frontière était maintenant devenue presque intenable. La ruée des Zoulous progressait régulièrement vers le sud, et les tribus qui fuyaient devant elle se disputaient âprement le territoire encore libre. Des batailles rangées se déroulaient le long des frontières nord de la colonie, et la nervosité des fermiers blancs de la région allait croissant devant l'insécurité toujours plus grande causée par ces violentes échauffourées. Les fermiers demandèrent instamment à Sir Charles d'agir. Sacre Dieu! Allez dire à ce foutu Farewell de faire quelque chose, et vite! Disposez! À vos ordres. Mais le lieutenant Francis George Farewell n'était pas homme à se laisser bousculer par les requêtes et les plaintes d'un Lord Charles chaque jour plus renfrogné. Conscient de l'importance d'une préparation soigneuse pour une expédition du genre de celle qu'il mettait sur pied, il sélectionna méticuleusement les hommes dont la valeur lui serait utile. Et c'est cette recherche qui provoqua notre rencontre. Une rencontre qui allait changer le cours de mes relations déjà anciennes et pleines d'un extraordinaire imprévu avec l'Afrique. Et, pourquoi le taire, allait bouleverser toute ma vie. Bonjour, Monsieur Finn. Voici le lieutenant Farewell. On vous a adressé un message chez vous, à propos de l'éventualité de votre participation à l'expédition prochaine de Monsieur Farewell au Natal. Oui, Monsieur Vecteur, qui est mon assistant médical et mon contrôleur de cargaison. Monsieur Vecteur me dit que votre expérience dans ces deux domaines est très étendue. J'ai eu votre message, oui. On dit que c'est une barrière contre la contamination, mais après 4 accès de malaria, je commence vraiment à douter. La malaria, c'est de ça qu'il souffre? De cela et d'une gamme de maux divers. Fièvre jaune, dysenterie, choléra. Sans compter les maladies de l'âme qui sont très difficiles à diagnostiquer et presque impossibles à guérir. Ah. C'est uniquement par la grâce de Dieu que ces pauvres gens atteindront leur destination, quelle qu'elle soit. Ou toujours par la grâce de Dieu ne l'atteindront pas. Dites-moi, lieutenant, pourquoi voulez-vous vous aventurer dans ces régions si peu avenantes? Qu'est-ce que vous savez d'un homme qu'on appelle Chaka? Est-ce que cela répond à votre question, lieutenant? Les Massanes, Kumalos, Lubis, Kiones, Guanes et tous les autres. Les bannis du sud-est africain. Ils ont fui les lances de Chaka pour se jeter dans les bras des marchands d'esclaves et des troupes britanniques qui veillent aux frontières de la colonie du Cap. À leur façon, lieutenant, ces êtres-là sont les toutes dernières victimes de l'histoire. Si vous me permettez une comparaison, ce sont les Juifs errants du continent africain. Ils ont traqué la mort chez le pharaon Chaka contre Babylone, sa captivité et l'esclavage. Finn, si l'empire de Chaka est vaste, et tout le monde dit qu'il l'est, il est évident que le pharaon doit donner à son peuple quelque chose d'important en échange de sa fidélité. Dans le cas contraire, ce peuple le trahirait. Avez-vous lu Faust, lieutenant? Marlowe, Bacon, Lessing ou Goethe? Touché. Et qu'a reçu le pauvre docteur Faust en échange de sa fidélité? Il y a une légende chez les indigènes qui se transmet de sorcier en sorcier. Un enfant au pouvoir illimité naîtra. Et avec lui s'ouvrira une ère, au cours de laquelle le nom d'Amazulu fera trembler, signifiera terreur et mort. Nombreux sont ceux qui voient en Chaka la redoutable incarnation de cette prophétie. Allons, voyons, Finn. Vous êtes trop intelligent pour attacher le moindre crédit à ces histoires à dormir debout. Et pourtant, j'ai vu cet enfant, Farewell. Oh, pas comme je vous vois, mais dans les yeux des Fingos, dans les regards de ces prisonniers. Bon, alors dites-moi ce que vous suggéreriez pour anéantir l'influence de cet enfant, de cette créature de l'enfer. Faudra-t-il attendre une nuit de pleine lune et lui transpercer le cœur d'un pieu? S'il n'y a aucune autre solution, lieutenant, nous serons obligés de le tuer. Nous passerons le pieu et la pleine lune ne sera inutile, mais peut-être réussirons-nous à trouver un moyen de parvenir au même but, sans répandre autant de sang. Allez-vous vous joindre à nous? Et allez-vous, monsieur Vecht? Oh oui, monsieur Finn. Alors c'est oui, lieutenant. Ça ne peut pas être pire qu'ici. Et puisse Dieu nous venir en aide. Au suivant, s'il vous plaît. Un peu de patience. Ça ne sera pas long.
Votre nom? Henri Ogle, monsieur. Oui. Asseyez-vous, monsieur Ogle. Merci, monsieur. Vous savez tout ce qu'il faut savoir sur cette expédition, n'est-ce pas? Presque tout, monsieur. On va sur la côte Est. Profession, monsieur Ogle? Je suis marin, mais je sais être utile à terre. Service sur de bons navires? Le meilleur, monsieur. Le 3 mâts Victory. Bien. Engagé. En temps voulu, monsieur Ogle, vous vous présenterez à monsieur Vecht, que voici, et il se mettra à vous apprendre les rudiments du Zoulou. Merci. Merci, monsieur. Le suivant, Tim, s'il vous plaît. Tonino. Tonino, et ensuite? Rien que Tonino. Rien que Tonino. Oh. Et d'où est-ce que vous venez, rien que Tonino? D'Italie. D'Italie, c'est loin. Dans quel but venez-vous, monsieur? C'est pour l'aventure. Je crois que nous pouvons vous en fournir une aimable ration. Bonjour, monsieur. Votre nom? Pauvre homme, monsieur. Je vois. Pauvre homme est un sobriquet, je suppose. Non, monsieur. C'est un nom chrétien, cela? Je suis pas chrétien. John Kane, monsieur. 45 ans. Et marin dans l'âme. Sait cuisiner, sait se servir d'un fusil aussi bien que n'importe qui. Des talents précieux et des compétences rares, monsieur. Faites-en la preuve et vous êtes engagé. Merci, monsieur. Tim, le suivant. Suivant. Zacharius Abraham. Veuillez entrer, monsieur. Monsieur Zacharius Abraham, messieurs. Monsieur Abraham? Monsieur Abraham, vous n'avez pas l'intention de nous accompagner, n'est-ce pas? J'ai cet espoir, cher monsieur Finn. Monsieur Abraham est un des chefs de file de la communauté commerçante de la ville du Cap. Monsieur Abraham, votre intérêt pour notre entreprise nous touche, mais le voyage sera dur, pénible et nous le croyons dangereux. Et il est fort probable qu'il durera plus que vous ne l'imaginez. Lieutenant, j'ai derrière moi 60 longues années. 60 bonnes années. Mais j'ai une santé de jeune homme et je n'ai jamais été malade un seul jour. Voyons, monsieur Abraham, quelle serait votre contribution à notre entreprise? Sans me vanter, avec tout le respect dû aux autres participants de cette expédition, je serai le commerçant ayant le meilleur sens des affaires qui se puisse envoyer sur la côte est de l'Afrique. Et croyez-moi que je prends en compte les fonceurs américains et les astucieux arabes. La Grande-Bretagne se doit d'ouvrir de nouveaux territoires au commerce. Quant à moi, je continuerai à servir cette patrie qui est mienne au mieux de mes talents et capacités. Trois semaines plus tard. À bord, à bâbord! Tirez la voilure! Attention, couchez-vous! Tenez bon! Ne la lâchez pas!
y a encore des hommes à la mer et c'est à nous de les sauver. Allez, venez, venez. C'est fini. Oh, lieutenant! Lieutenant, regardez là-bas! Lieutenant! Il est mort. Regardez! Lieutenant, il y a toute une armée. Regardez là-bas. Oh, lieutenant! Regarde ça. Venez! Venez vite! Posez ces armes! Posez-les! Posez-les! Restez tranquille! Que personne ne bouge! Monsieur Vecht, veuillez lui dire que nous sommes les envoyés de paix du grand roi des Blancs. Dites-lui que nous voudrions parler à chacun. Allez. Mulwe, Selete, un conto, ovele cosini abamshlo, Sikela, un kubonana, nenkozi ushaka. Leden là. Ne bougez pas! Yenentuna. Sihamba naye ngoba ukhuluma ulimi lethu. Afia! Je suppose qu'ils m'emmènent parce que je parle leur langue. Je ferai de mon mieux. Je crois qu'ils ne nous veulent pas de mal. Que faisons-nous à présent? Nous attendons. C'est la seule chose que nous puissions faire. Be a man of greatness now, a man so tall, a man so kind. Be a man of wisdom now, a man of mind, a man not blind. Be a man of kindness now, a man so big and strong in mind. Be a man so humble now, a man of men now let it shine. This is what you are, this is how it is planned now. This is what to be, and a kind of man now. This is what to see, with a kind of meaning. This is what to feel, with a kind of feeling. We are growing, growing higher and higher. We
wom, wom, wom.